Salut mes chouchous, je suis très heureux de vous retrouver. Alors d'abord, comme d'habitude, je vous offre toute ma gratitude pour le nombre d'abonnés qui ne cesse d'augmenter, les likes, les partages. Comme vous le savez, à chaque fois que je vous ai proposé une interview croisée, je l'ai fait en contact avec des personnes juste extraordinaires. Je veux juste que vous sachiez que j'ai à peu près donné 110, 112 vidéos complètes. Je ne prends pas les vidéos sur Facebook en plus. Et j'ai fait seulement à peu près 3 ou 4 interviews. C'est parce qu'à chaque fois, je vous ai toujours mis quelqu'un d'extraordinaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter 2 personnes extraordinaires. Alors, elles sont extraordinaires pour 2 raisons. La première, parce que je les aime d'amour. Voilà, ce sont des amis de cœur. Que ce soit Sylvain ou Johan, que je vais vous présenter un petit peu plus en avant. Mais je suis d'abord très ému, je suis très touché de vous recevoir parce que ce n'est pas des intervenants que je vais vous présenter ou ce n'est pas des personnes exceptionnelles que je ne connais pas. Ce sont des personnes que j'aime profondément, qui ont une place importante dans ma vie. Et voilà, donc je voulais vous le dire. Donc ce soir, parce qu'on est en train de tourner le soir, c'est un moment très chaleureux pour moi. Je suis très heureux. Mais si en plus je les fais venir, ce n'est pas simplement pour vous dire que je les aime. C'est parce que Sylvain Guimond et Johan Lévesque, pour moi, vous êtes 2 références internationales, les meilleurs du monde que je connais dans votre domaine, et qu'en plus d'être associés à la vie, parce que ce monsieur il a la chance d'être avec cette magnifique blonde, et puis elle a la chance d'être avec cet homme extraordinaire, mais vraiment un couple superbe, et ben vous êtes associés pour écrire ce bouquin, ce bouquin sur les TDAH. Et d'abord, quand j'ai su que vous alliez faire ce livre, moi j'étais super heureux parce que comme je connais la qualité qui est la vôtre dans vos domaines respectifs, et je vais vous laisser après vous présenter et puis vous expliquer ce que vous faites, je savais que ce serait un livre de qualité. C'est un livre d'une rare qualité, ça s'appelle TDAH, pourquoi être ordinaire quand on peut être spécial. Et je trouve que c'est le livre qui manquait à l'actualité parce que tout le monde en parle du TDAH. Tu as le sentiment que c'est devenu plus populaire que le sida, tu vois. Mais que beaucoup de parents, j'ai plein de copains qui viennent souvent me voir, un petit peu désemparés parce que ce soit en Israël ou en France, c'est un sujet vraiment d'actualité où dès qu'un enfant il est un petit peu perturbé ou qu'il est un petit peu turbulent, on dit qu'il est hyperactif, il est TDAH et qu'il faut le mettre sous Ritaline. Et je trouve que c'est vraiment de rendre un service au public aujourd'hui que d'abord d'écrire un bouquin pareil, parce que vous allez voir que ça va démystifier franchement ce que c'est que le TDAH. Ça vous permet de porter un autre regard dessus et du coup, quand on porte un autre regard, on a une réaction différente. Et je trouve que c'est super bien fait. Donc naturellement, en dessous de la vidéo, je vous donnerai le lien de ce bouquin pour que vous puissiez le télécharger ou aller l'acheter. Il est à un monde différent, qui est un bon éditeur en plus. Il n'édite pas n'importe qui. Donc Sylvain Guimond, Johan Lévesque. Qui est-ce qui se présente en premier, le beau gosse là? C'est Johan. Allez Johan, vas-y. Oui, alors évidemment, mon nom c'est Johan Lévesque. Effectivement, je suis neuropsychologue. Ce que j'aime par-dessus tout, en fait, c'est d'aider les gens à développer, exprimer leur plein potentiel. Et je le fais à travers le neurofeedback principalement. Et dans ma clientèle, j'ai énormément d'enfants qui sont aux prises avec ce qu'on appelle le TDAH, donc des difficultés d'attention, concentration, difficultés à rester en place, mais avec soit un cœur ou un cerveau grand comme la Terre. Je me permets de te couper parce que le problème de Joanne, c'est qu'elle est, en plus d'être jolie, elle est humble. Parce qu'il faut quand même que vous sachiez que vous avez en face de vous l'une des références mondiales du neurofeedback. Tu as plusieurs cliniques ici au Canada. Et que dès qu'on se pose la question du traitement autour du neurofeedback, parce que c'est comme tout, hein, dans le neurofeedback, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs types d'approches, de machines, de thérapies, que la référence mondiale, c'est Joanne quand même. Donc c'est juste pour vous dire que quand une personne comme ça se pose et va vous transmettre son intelligence et son savoir, c'est la source de quelque chose d'extraordinaire parce que de passer quelques temps avec elle, qu'elle vous explique un petit peu le mode de fonctionnement, c'est vraiment un puits de science. Donc ne sois pas humble, ma chérie, ne sois pas humble. Merci, merci. Et puis elle est dans la vie avec cet homme grandiose, extraordinaire, qui va se présenter parce que lui aussi, vous allez voir que c'est une pointure. Ah non, mais moi, je suis docteur en psychologie du sport, mais ma première formation, je suis spécialiste en biomécanique. Donc, pour les modos et les athlètes comme toi. Et c'est la plus belle introduction qu'on ait eue franchement, je ne peux pas On n'a jamais eu une introduction comme ça. Et j'ai eu la chance, Joanne et moi, de se rencontrer, puis de vivre le neurofeedback ensemble.
Et lorsque j'ai eu l'examen de fait pour la première fois, pour moi, j'avais toujours eu des difficultés à l'école. Je viens d'une famille de 8. Mes frères avaient beaucoup de facilité, mais pas moi. Moi, je suis le dernier et j'avais beaucoup de difficultés à l'école. Donc, j'avais des problèmes d'apprentissage, mais un TDAH très sévère. Et oui, c'est encore présent. Et j'ai dû trouver des trucs pour étudier et faire en sorte que je puisse réussir. On peut dire que tu as eu plusieurs doctorats aussi. Oui. On peut dire aussi que tu as été le coach des plus grands. Ben, On peut le dire, on peut le dire ou on peut pas le dire. ben oui, tu peux le Bon, dire. on peut le dire. Tiger Woods, Céline Ouais. Dion, Bill Clinton, Ouais. Schwarzenegger, les plus grands, ils sont passés entre tes mains. Ben, Petit voyou. oui, c'est ça. mais mon rêve, c'était pas de travailler avec des grands athlètes puis des grandes personnalités, c'est de travailler avec des jeunes qui étaient handicapés. Donc, le plus grand de mes rêves, je l'ai vécu avec 13 jeunes qui étaient atteints de paralysie cérébrale. Et ma différence, à moi, d'être atteint par un TDAH, je la retrouvais aussi dans des gens Leurs qui avaient différences à eux. des différences à eux. Et ça m'a fait grandir. J'ai cru au début que c'était moi qui était là pour les aider. Et j'ai compris qu'en fait, plus on aide de gens et plus on est aidé. Donc, c'est aider les gens, c'est de s'aider soi-même. Puis c'est comme ça que Joanne et moi, on a décidé d'écrire le livre sur le TDAH. Et il faut dire aussi qu'on est venus en contact toutes les deux. Je t'ai vu en conférence, tu m'as vu par la suite. On a eu un coup de foudre très fort et j'étais content de voir un scientifique comme toi être capable de vulgariser la matière difficile à comprendre. Aussi bien. Aussi Scientifique, bien pour que quelqu'un comme moi puisse même vous comprendre toutes les deux avec votre génie. Mais et on a développé une très belle amitié avec ta femme, avec nous ensemble. Et ce soir, on est très émus parce qu'on avait tellement hâte à cette soirée-là d'être Oui, tout le monde parce que ensemble. vous savez, après la vidéo, on va se passer une très bonne soirée. Oui, On on est va d'accord ou aller pas? Ok. manger. Alors, c'est quoi un TDAH? Le TDAH, C'est moi. oui, on peut Non, dire parce que quand on te voit, quand tu as un TDAH, on te voit, tu as plusieurs doctorats, tu as une très belle réussite, Ouais. tu as une intelligence de cœur, tu as une intelligence relationnelle, émotionnelle. Ça ressemble pas à l'archétype du TDAH, en fait, tel qu'il nous est présenté aujourd'hui dans la société, en fait, en vrai. Mais c'est ça le problème, en fait. C'est que quelqu'un qui a un TDAH, c'est un trouble déficitaire de l'attention. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette attention-là n'est plus déficitaire au moment où la personne se penche sur quelque chose qui l'intéresse. Toute la nuance, elle est là. Quelqu'un qui n'a pas de déficit d'attention va pouvoir écouter un conférencier plate. Hmm. Quelqu'un qui en a un TDAH va avoir beaucoup de difficulté à faire ça. Il a besoin d'une vraie Son pointure. attention s'en va ailleurs. Oui, Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'attention, c'est parce qu'il y en a trop. Hmm. Mais trop pour trop de choses. oui. Quand je dis que c'est un déficit, moi, je me plais à dire ils n'ont pas un déficit, ils ont un trop-plein. Hmm. Vos enfants n'ont pas un déficit, c'est pas un manque. C'est qu'ils veulent juste Des aptitudes. rien manquer. C'est des aptitudes. Ils veulent rien manquer de la vie. Ils vont entendre des choses qui se passent un peu plus loin, une conversation. Et ils sont sollicités de toutes parts, mais parce qu'ils veulent rien manquer. Puis souvent, c'est des gens qui sont extrêmement curieux. Oui, puis moi, ce que j'apprécie particulièrement des gens qui ont un TDAH, c'est la curiosité s'accompagne d'une façon unique, très originale, de voir des choses que les autres ne voient pas. Hmm. Moi, dans mon équipe de travail, je tiens à avoir des gens qui ont un TDAH parce que c'est des gens qui sont très originaux, qui sont créatifs, qui vont entrevoir un problème et la solution d'une façon complètement différente, de par ce qu'ils sont. Il y a font pas beaucoup des pensées d'entrepreneurs. comme ça. Exactement. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont un TDAH et qui arrivent justement à mener de front plusieurs projets. Parce qu'ils n'ont pas une pensée linéaire. C'est une pensée qui est pas séquentielle, elle n'est pas parallèle. Elle est parallèle. Elle est parallèle, exactement. Ce n'est pas quelque chose qui est linéaire. C'est génial. Donc, Donc c'est un talent, en fait, en vrai. Oui. On pourrait aussi bien le présenter, tel que c'est présenté là, on pourrait se dire que finalement, on a des enfants qui ont développé à travers cette société qui est aussi nouvelle, avec toutes ces sources d'informations qui sont infinies. Exact. Ok. On pourrait aussi considérer qu'ils ont développé une aptitude d'adaptation à un monde qui est surinformé, avec le cerveau qui s'est adapté avec celui-ci. Donc c'est une forme de talent, quelque part. Tout à fait. Et quand on le redit, quand on regarde le TDAH comme un talent, c'est déjà plus la même histoire, en fait, en vrai. C'est que ça nous permet de s'accepter. Et tout est dans l'acceptation de l'autre. Mais maintenant, ce qui est triste, c'est qu'on médicamente beaucoup nos jeunes qui vont arriver à être différents un peu à l'école.
Mais moi, les gens différents, ça m'intéresse, ça Bien sûr. m'interpelle. C'est pour ça que je t'aime. T'as raison. Mais tu sais, parce que très souvent, je me suis posé la question, parce que moi, quand les personnes présentent le syndrome, parce qu'on l'a présenté Ouais. comme la maladie du siècle, le truc. Oui, hein. c'est ça. Mais quand les personnes te présentent ça, je me dis, mais finalement, moi, j'aurais été à cette époque-là. Oui, t'es identifié comme ça. J'aurais été identifié TDAH, Oui. parce que moi, je ne supportais pas de rester à l'école, je m'ennuyais assez facilement, et si j'avais compris à un moment donné, parce que j'ai grandi dans cette communauté asiatique, où ils m'ont dit, mais tu sais, si tu t'ennuies à l'école, pendant que tu étais en train de faire les choses, si tu avancé, bah, fais autre chose. Mhm. Et j'avais eu la chance, moi, d'être dans une classe dans laquelle on me disait, bah, si tu as terminé, fais autre chose. Donc je faisais tout le temps autre chose, en vrai. Mais voilà, ça aurait été complexe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème, c'est que de façon presque automatique, on propose quelque chose qui s'appelle la Ritaline. Je voudrais juste avoir votre point de vue là-dessus, quoi. Ah oui. Ben, en fait, moi, je trouve ça un peu triste parce que le Ritalin, le Concerta, le Bifantin, Vivance, tous les psychostimulants ont des effets secondaires. Évidemment. Il est très, très rare qu'un enfant va bénéficier uniquement des qualités de ces médicaments sans en avoir les effets secondaires. Et ce qui est triste, c'est qu'on est en train de créer un enfant qui n'existe pas en vrai. C'est-à-dire un enfant qui est sous médication. Souvent, ces médicaments-là vont durer, on va préférer les longues durées, donc 8 à 12 heures, dépendamment des molécules. Alors, un enfant normal, rendu, je ne sais pas moi, à 15 heures l'après-midi, peut avoir le goût de bouger sur sa chaise parce qu'il est fatigué, peut manquer d'attention parce que ça fait 6 heures qu'il est assis là, puis qu'il étudie, puis qu'il travaille ou qu'il est à l'école. Alors qu'un enfant qui est sous médication ne bougera pas, va regarder droit devant lui, va continuer à emmagasiner l'information. Alors c'est toute la société, les professeurs, le système de l'éducation qui est en train de s'habituer à un type d'enfant qui n'existe pas vraiment. Mmh. Alors maintenant, les gens qui sont bizarres, les enfants bizarres, c'est les normaux, non médicamentés, et non pas les enfants qui ont reçu un diagnostic de TDAH et qui sont sous médication. C'est fou. Et dans le diagnostic en tant que tel, les statistiques démontrent que c'est environ 6 % de la population Ouais. qui ont réellement un TDAH. Ouais. Mais les jeunes qui ont la médication, en fait, c'est presque un tiers. Pas plus que ça. Donc, c'est plus qu'un tiers. Sérieux? Donc, on a surdiagnostiqué le problème. Et maintenant, on donne des médicaments à des gens qui n'en ont pas vraiment besoin, mais que ça les rend plus performants. Donc, on est dans une société de performance, Exact. de performance à outrance. Parce que notre système scolaire fait en sorte qu'il y a une façon d'apprendre où on va avoir le côté magistral, on va avoir des élèves, il faut être assis. Mais qui dit que ça doit être comme ça qu'on doit apprendre? L'apprentissage se fait de façon différente et chacun d'entre nous, on a des personnalités différentes qui font en sorte on apprend tous de façon différente. Mais on ne pourrait pas avoir 30 jeunes dans une classe et avoir 30 façons d'enseigner différemment. Donc, il y a une façon pour pas que cette façon-là puisse fonctionner. Les TDAH, eux, ne cadrent pas bien dans ce genre d'enseignement-là. Ouais, c'est ça. Donc, chez nos jeunes, on va les médicamenter beaucoup pour justement qu'ils puissent bien cadrer dans le cadre de l'enseignement qu'on a habituellement dans les écoles. Ça renvoie aussi donc à une autre préoccupation qui va devenir une préoccupation majeure, c'est est-ce que finalement le système éducationnel a su s'adapter à l'évolution des enfants qu'on a aujourd'hui, compte tenu de l'information qui est pertinente. Parce que, je vais juste donner un détail, mais parfois, c'est très facile d'avoir un enfant qui s'ennuie quand on a un prof qui est nul. Tout à fait. Non mais franchement, combien de profs sont pitoyables dans leur enseignement? Alors, bien sûr, il y en a qui sont passionnés, qui ont la vocation, qui veulent y aller. Incroyables. Il y en a qui sont juste fabuleux. Mais la dernière fois, moi, je discutais avec un enfant qui, soi-disant, était diagnostiqué TDAH, avec un professeur qui a dit aux parents, vous savez, il faut aller voir un psy, et puis peut-être que demander au psy qu'il le mette sous Ritaline parce qu'il n'arrête pas de bouger. Et quand je discutais avec le gamin, c'est vrai que le prof, il a le charisme d'un poulpe, il n'est pas amusant, il n'est pas intéressant, et qu'à un moment donné, tu as envie de dire, mais remettez-vous en question, si le gars, il s'ennuie, c'est peut-être parce que tu n'es pas intéressant. Et David, on a tous des animaux. Hein? On a des chiens, des plus petits, des plus gros. Si vous avez un gros chien puis vous ne le sortez pas le soir, il va manger le divan parce qu'il n'a pas bougé de la journée. Hein? Si vous avez un tout petit chien qui, lui, s'est promené partout dans la maison puis il a sauté sur le divan, c'est déjà un exploit olympique, vous n'avez peut-être pas besoin de le sortir dehors. Mais les jeunes garçons ont 30 % de masse musculaire de plus que les jeunes filles. Donc, ces jeunes garçons-là, qui restent assis, ont besoin de dépenser cette énergie-là. Donc, nos jeunes garçons paraissent très souvent à être hyperactifs,
à vouloir bouger, mais c'est seulement une question physiologique, c'est une question anatomique, c'est une question normale. Donc maintenant, lorsqu'on place des jeunes dans des sports-études, ben, on règle une partie du problème parce qu'on a des jeunes garçons qu'on va faire bouger beaucoup, des jeunes filles aussi. Et quand on les ramène en classe, bien, c'est normal qu'après avoir bougé, j'ai besoin de récupérer. Et là, mon cerveau, le côté physique a été sollicité. Et là, mon cerveau, maintenant, il peut écouter. Je suis là à 100%. Mais quand je n'ai pas bougé, mon corps lui-même me demande de bouger pour un jeune garçon. Et c'est normal. Mais pour les jeunes filles aussi, mais surtout pour les jeunes garçons. Mais même l'exercice Excellent. physique va promouvoir la Oui, dopamine. exactement. Le neurotransmetteur qui est très, très important dans l'attention, dans le contrôle moteur, qui est associé au plaisir, qui est associé à la motivation, comme tu le fais. Et il n'y a pas d'effet secondaire. Exactement. Néfaste. Mais que juste tu à fabriques. travers On l'exercice, retrouve. C'est fantastique. C'est ça. Oui. On retrouve ça. Ça veut dire, puis en fait, il y a aussi une chose, on vit aussi dans des sociétés dans lesquelles on a des enfants qui geekent beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'activité physique, Ah oui. pour de plus en plus d'attention, et je crois que tu pourrais nous en dire beaucoup sur l'impact que peut avoir aussi le côté néfaste de tout ce qui est les PlayStation et les Oh, oui, consoles les de jeux. téléphones. Et en fait, on a une inactivité, mais effectivement, un besoin humain de se De bouger. dépenser, mais de ne pas le faire. Donc, ça rend profondément excitant. Vous diriez quoi à un parent à qui des personnes sont en train de donner un diagnostic TDAH? Quelle serait la bonne réaction? Parce que ça fait flipper tout le monde, en fait, en vrai. Dès qu'on dit que ton enfant il est hyperactif, Ouais. les parents, ils ont le sentiment qu'ils ont un mongolien à la maison, quoi. Ouais. En vrai. Dans le livre, on a écrit une phrase, en fait, où on disait que un diagnostic, c'est pas une condamnation, c'est une constatation. Et moi, souvent, ce que je vais dire aux parents qui entrent dans mon bureau, à qui je vais annoncer que l'enfant a effectivement des lacunes sur le plan de l'attention, donc que dans un système normal d'éducation va souffrir un peu, bien, l'enfant est le même qu'avant que les parents entrent dans mon bureau. J'ai rien dit de différent de ce que l'enfant est déjà. Donc, D'accord. ça change rien. C'est juste qu'une fois qu'on sait que c'est ça, ben, faites-le bouger. Ça nous invite à avoir un regard différent sur l'éducation qu'on peut lui apporter. Exactement, les solutions To- vont être différentes. la tolérance. Beaucoup. La tolérance et la patience. Ce qu'on n'a plus maintenant. Aujourd'hui, lorsque vous allez emmener votre enfant à la garderie, on va lui mettre et lui enlever son habit de skidoo, son habit de neige. On va la mettre et l'enlever 14 fois. Et si notre jeune enfant de 4 ans commence à s'amuser avec sa botte, ben nous, on lui dit hey, non, non, on n'a pas le temps. Et on lui impose notre rythme de vie à nous à 4 ans. Mais où il s'en va pour être aussi pressé, lui, à 4 ans? Pourquoi nous, on ne s'assoit pas à terre avec lui puis jouer avec sa botte, justement? Ah ouais. Parce que nos horaires de fou, on les impose à nos enfants. Puis aujourd'hui, nos enfants souffrent de plus en plus tôt d'anxiété. C'est vrai. Qui est Mais- un problème aussi grave. Et l'anxiété est un problème chez l'adulte, chez l'enfant qui vit ici, maintenant, dans le moment présent. Comment ça se fait qu'on lui a imposé cette anxiété-là et qu'on lui donne notre anxiété, on la transfère? Parce qu'on veut tous performer, parce qu'on est régi sur le temps et non pas sur l'importance de notre vie, sur l'importance de ce qu'on fait, du moment de s'arrêter puis de passer du temps avec des personnes qu'on aime comme toi. C'est ce moment-là qu'on n'a pas le temps de s'arrêter. Et si moi je le dis, c'est pas parce que moi je suis mieux que vous autres, là. Au contraire, c'est parce que je suis le pire. C'est pour ça que j'en prends conscience. On prend conscience des choses qu'on a de plus de difficultés, parce que si c'était pour moi facile de vivre ici, maintenant, dans le moment présent, je ne serais pas en train d'en discuter avec vous autres. Ce serait pour moi facile. On parle des choses qu'on a de difficultés et qu'on se regarde avec un miroir en disant « Hey, je suis en train de dire ça aux gens. » Quand on fait nos conférences, souvent, c'est parce que c'est nos problèmes qu'on explique. Mais clairement. Sinon, on ne serait pas là. Et c'est les histoires qui fonctionnent le mieux, d'ailleurs. Exact. Et parce qu'on l'a vécu pour réellement. Donc, nos enfants qui ont un déficit d'attention n'ont pas de déficit. Ils sont beaux. Ils sont différents. Ils sont turbulents, puis tant mieux. Un jour, ils seront à la tête de grandes entreprises. Mais si on les médicamente et on leur fait perdre ce qu'ils ont de plus beau, leur différence et leur personnalité Oui, c'est leur identité. un peu Tout à fait. éclatée, Ah oui. on va se retrouver avec des jeunes qui vont perdre leur créativité. Parce que, tu sais, au niveau des effets secondaires, le pire, c'est que ça neutralise énormément les psychostimulants. Il n'y a pas d'émotion. Neutralise les émotions. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, ces enfants-là vont devenir un peu plus anxieux, agressifs, colériques, irritables ou léthargiques, dépressifs, suicidaires. C'est incroyable. Donc en Mais fait, la on molécule on fonctionne fabrique pas ce dont pour toujours. on a le plus peur au final, parce que Ouais. on se dit il est différent, on a peur qu'il vrille, et Ouais. on est en train de créer, de lui donner la molécule qui va le faire vriller à terme, en fait, en vrai. C'est ça.
En fait, on veut rendre tout le monde égal, pareil. Pareil. Pourquoi? On est beau dans nos différences. T'es tellement beau en plus, mon Mais Simon. c'est ça. Mais on est plus beau, tout le monde, même chaque ethnie, c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a de la couleur, on n'est pas tous pareils. Puis on a juste s'aimer, puis être différent, puis c'est tant mieux. J'ai une dernière... Hey, là, il faut que je me calme. Non, Donnez-moi mes médicaments, tout de suite. s'il vous plaît. Un petit peu de Ritaline. Non, oui, c'est ça. En dose. Moi, je fais souvent des apports aussi entre le lien qu'il peut y avoir avec ce qu'on appelle le deuxième cerveau, hein, le Ouais. cerveau entérique et puis le cerveau. On sait aujourd'hui qu'il y a aussi un lien énorme avec l'hyperactivité des jeunes sur l'alimentation qu'ils reçoivent. Juste une chose, il y a trop de gluten. Juste pour information, je vous rappelle qu'il y a 40 fois plus de gluten dans le pain d'aujourd'hui que celui d'il y avait 10 ou 15 ans. Que le système entérique n'est plus capable de le recevoir et que c'est là-dedans qu'on fabrique une grande partie des neurotransmetteurs. Et quand ça se dérègle ici, ça se dérègle là-haut. Quand on regarde une publicité d'un grand groupe de food et qu'on dit qu'un repas ou un goûter parfait, c'est du lait, du pain et du Nutella, c'est du gluten, du lactose, du sucre et encore du sucre, plus de l'huile de palme. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez qu'aussi les standards, il faut les changer et qu'on s'aperçoit aussi que dans 30% des cas, c'est énorme 30% des cas, quand on change l'alimentation d'un enfant et qu'on réduit considérablement le gluten et les apports de sucre, on va se apercevoir qu'après, il y a une production qui est différente du système dopaminique et il y a une réaction de l'enfant qui se calme beaucoup plus simplement. Donc, c'est aussi important de comprendre que l'enfant, il est aussi lié à une épigénétique, il est aussi lié à un système de vie et que quand on va être en contact avec sa différence, qu'on soit en contact aussi à faire les choses nous différemment. Et ça passe par l'hygiène qu'on a, le temps qu'on va passer avec eux, et puis surtout le regard qu'on prend, qu'on reprend avec l'enfant. C'est-à-dire que, comme tu le disais très bien, et toi aussi, Joanne, c'est le regard, si vous le voyez comme un anormal, il va devenir complètement anormal, il va se conformer au regard, ce qu'on appelle l'effet Pygmalion en psychologie. En revanche, si vous trouvez qu'il y a de la différence, mais que cette différence, c'est une force, et que ce talent, cette particularité, cette attention, si on la nourrit de façon différente et qu'on s'adapte, on obtiendra un enfant qui pourra lui s'adapter et grandir dans sa différence, ben ça nous embête. Je trouve que l'histoire de Ritaline et tout ça, c'est vraiment la solution de facilité en fait pour tout le monde, pour les profs comme pour les parents en vrai. Je dis ça, c'est dur, mais c'est le constat en tout cas que moi je veux faire. Et ce que vous nous invitez aussi à travers le livre, c'est vraiment finalement qu'on porte un regard différent, et puis surtout et puis qu'on s'adapte aussi à l'enfant et qu'on l'aime quoi qu'il arrive, quoi. On reste dans l'amour inconditionnel, quoi. Absolument. Exact. C'est fondamental. Et on n'est pas en train de dire que les médicaments, dans certains C'est pas ces utile. trucs-là sont pas Voilà. utiles, non, au contraire. Mais C'est transitionnel. pas autant qu'on en a aujourd'hui. Okay. C'est pas le Saint Graal en tout Non, cas. et que surtout les parents ne se sentent pas obligés ou de se sentir imposés d'avoir médicamenté l'enfant parce que justement à l'école, on le voit un peu différent. Ben, alors c'est vrai, et en même temps je trouve que les écoles mettent une telle pression. Je sais qu'il y a des écoles qui refusent maintenant certains enfants s'ils ne sont pas sous traitement Ritaline. Oui, Tout à fait. C'est le cas en France, c'est le cas en c'est Israël. le cas ici. Et c'est un vrai problème parce qu'on nous impose cette médicamentation qui plaît à tout le monde. Alors, il y a juste sur Tel Aviv 2 écoles qui ont commencé à faire des exercices très intéressants et j'ai trouvé ça génial en termes de pédagogie. C'est que les enfants qui sont dits super actifs, ils les font travailler debout dans la journée Mais oui, sur 40% du temps. mais oui. C'est ça. Et Sur ils ont des des ballons, bureaux, ils peuvent être assis sur un ballon. Absolument. Carrément. Et il paraît que ça Debout. génère des résultats absolument hallucinants. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut vraiment que peut-être on apprenne aussi, nous, à pousser l'éducation, à réagir différemment, à s'intéresser à la question et d'acheter en masse ce bouquin qui est juste blindé d'informations. Quel conseil vous pourriez donner à une personne qui a un enfant qui est déclaré TDAH? Vous lui diriez quoi là, sur l'avenir? Si vous donniez alors, je sais qu'il y a le neurofeedback, qui est un outil Incroyable. géantissime. Tout à fait. Et c'est pour l'instant ce qui génère le meilleur résultat Oui. pour l'enfant et puis pour les adultes qui sont sous TDAH. Oui. Ça, c'est quand même une vraie révolution parce que ça sert beaucoup. Donc, quelqu'un qui veut demain aider son enfant, quelles sont ses ressources? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Moi, je te dis, j'ai ma fille ou j'ai mon fils qui est TDAH. C'est quoi les conseils que tu me donnerais? Ben moi, en fait, comme tu disais tout à l'heure, j'ajusterais tout de suite l'hygiène de vie. Donc, la base. On mange bien, comme tu le disais très très bien. On dort bien et on s'active physiquement. Ça, c'est la base. On ne peut pas s'en sortir.
À la fin du bouquin, il y a un paquet de suppléments différents qu'on peut ajouter à l'alimentation, que ce soit du zinc, du magnésium, les précurseurs de la dopamine. C'est des suppléments alimentaires. Oui, exactement. Donc, le neurofeedback peut être une excellente solution. En dernier recours, si l'enfant ne va vraiment pas bien, il restera toujours les psychostimulants. Mais à la fin... Avant, faisons tout ce qu'on peut faire tout à fait, de notre possible pour réguler l'hygiène. Ouais. Et puis je trouve quelque chose qui peut être sympa aussi, c'est que, et si l'enfant, il était le vecteur déclencheur d'une nouvelle organisation et d'un projet familial. Ça aussi, c'est important. Parce que si on a un enfant qui est différent, c'est peut-être qu'il est là aussi pour nous amener à réorganiser, restructurer la famille, se recentrer autour de lui et d'un projet qui peut être un projet d'hygiène et partagé. Et ça peut être plutôt hyper favorable, en fait. La première chose, c'est de dédramatiser. L'enfant a déjà à vivre avec ça, qu'il ne se sente pas coupable d'être différent. Non, donc, d'être aimé. C'est ce qu'on a besoin de plus. Et de leur donner le plus d'estime d'eux-mêmes, la confiance en eux et une belle image d'eux-mêmes. Peu importe, avec ce bagage-là, c'est plus important que de mettre une tablette dans leur sac à dos. Ce serait plus important de leur mettre de bonne estime de soi, l'amour, avoir de la confiance en soi, une bonne image de soi. Et ça, c'est quoi? C'est le résumé, justement, d'être aimé. Un enfant aimé est un enfant qui va être heureux. Il va être bien. Et vous aussi, vous allez être bien comme parent d'aimer cet enfant-là, même s'il est différent. Tant mieux, c'est correct. Tu sais, moi, j'ai eu la chance de rencontrer tes parents, de rencontrer Feu ta mère qui nous a quittés il y a quelques temps. Okay. Et on voyait à quel point, même si tu étais un enfant différent, parce qu'en plus, tu étais le dernier, toi, non? Je suis le dernier. Tu es le dernier. Une grande famille, une belle famille avec des grandes réussites. Mais c'était la réflexion qu'on a eue, c'est comment tes parents, encore, dans leur regard, ils étaient aimants, c'était juste extraordinaire, quoi. Mes parents, 70 ans de mariage, d'amour, on a parlé de l'histoire d'amour de Roméo et Juliette, mais je pense que la plus belle histoire d'amour, c'est Émilien et Fleurette. Oui, c'est ça. Et nous, la porte chez moi, jamais barrée, et ma mère prenait des jeunes filles, des jeunes garçons handicapés mentaux pour les aider à écrire et apprendre à lire. Donc, tu as reçu déjà une éducation d'une femme qui aidait la différence, qui la comprenait. Exactement. Donc, quand moi, je suis arrivé avec ma différence, j'ai jamais senti que j'étais différent de mes frères puis de ma sœur, qui, eux, étaient très bons à l'école. Moi, j'avais tellement de difficultés, c'était incroyable. Mais mes parents, jamais ils m'ont fait sentir différent. Et j'ai réussi à faire 2 doctorats, puis à être heureux, à faire ce que je fais aujourd'hui. Puis pourtant, j'ai des problèmes d'apprentissage avec des difficultés à Excel. Non, je cherche mes mots, là, ça paraît-tu? Donc, j'ai de la difficulté à lire, j'ai de la difficulté à écrire. Mais tu as écrit combien de bouquins? 6. Tu en as lu combien? Ah, des milliers. T'as accompagné combien d'athlètes, champions du monde, olympiques? Plus de 1000. Quand vous rentrez dans le bureau de Sylvain, que vous voyez tous les trophées, tous les témoignages, c'est ce qui m'a le plus touché chez toi? C'est l'ensemble des témoignages que tu as eu de tous tes athlètes? Donc, je veux juste que vous compreniez que Sylvain, c'était un TDAH qui a été aimé, accepté dans sa différence. C'est ça. Et ça crée un champion de la vie, parce que tu es un vrai champion de la vie. C'est juste que j'aime les gens. J'écris des poèmes puis je chante. Fait que, il faut être un peu nono puis pas avoir peur du jugement. La première chose, de s'éloigner du jugement. Le jugement, quand on juge, ça ment. Donc, de surtout pas les juger, de les aimer, tout simplement. J'espère que, comme moi, vous mesurez l'honneur qu'on a aujourd'hui d'avoir ces 2 personnages, parce que vous êtes vraiment... Déjà, séparément, vous êtes des pointures, mais ensemble, vous rayonnez de beauté et je me trouve très intelligent de vous aimer, en fait. En vrai, j'ai beaucoup de gratitude pour moi de vous aimer. Je trouve ça sympa. TDAH, pourquoi être ordinaire quand on peut être spécial? C'est aux éditions Un Monde Différent. Je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo. Si vous êtes touché de près ou de loin par ce TDAH, parce qu'on vous entendait parler autour de vous, faites-en la promotion, je vous en supplie. Parce que ce livre peut aider des parents, peut aider des amis, peut aider des confrères, des collègues, des consoeurs à se sortir d'une situation et à ne pas enfermer un enfant, à ne pas l'handicaper alors qu'il est spécial. C'est super important. Je vous aime. On a la chance aussi de vous avoir sur la Neuro Business School en mars. Vous allez donner chacun une conférence de folie.
sur vos thèmes respectifs. Donc, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur de m'avoir accordé ce temps, d'avoir accordé ce temps aux internautes et aux followers de ma chaîne YouTube. Je vous aime, mes chouchous. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Vous avez, d'abord, vous achetez ce bouquin. Naturellement, si vous êtes concerné, si vous voulez acheter un bouquin de cuisine, je vous déconseille celui-ci. Il n'est pas génial, mais par contre, TDAH, c'est une bombe atomique. Et en revanche, s'il vous plaît, likez cette vidéo, parce que quand elle est likée, elle est mise en avant sur les réseaux sociaux, et notamment sur YouTube, et ça va nous aider grandement à faire passer le message, et ces beaux messages, parce que c'est important que des grands spécialistes du domaine livrent un regard différent que ce que l'on peut entendre habituellement, qui est surtout très alarmiste. Donc, on a un vrai message d'espoir. Je vous en supplie, partagez, likez, échangez, donnez. Et là, je vous le demande du fond du cœur parce que c'est d'utilité publique. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À tout à l'heure, mes gâtés, parce que nous, maintenant, on va se faire un petit repas, on va se chouchouter, on va kiffer. Salut mes amours, bye bye. Merci.